Bonjour et bienvenue pour ce grand thème Green IT de CIO, le monde informatique. Alors comment les entreprises peuvent-elles réduire leur empreinte carbone? Quel rôle pour la DSI dans la réduction de cette empreinte carbone? Quel rôle pour le digital? Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité inspirante, ingénieur, créateur du bilan carbone, conférencier, enseignant et surtout co-auteur d'une BD, Le Monde sans fin aux éditions d'Argo, BD qui a battu tous les records de vente en 2022. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes surpris un petit peu du succès du Monde sans fin, ce qui est un véritable succès? Vous êtes à combien d'exemplaires vendus là? On a dû dépasser les 700 000 vendus. Est-ce qu'on est surpris? Oui et non. Enfin, je veux dire, quand on fait un ouvrage, c'est toujours en espérant qu'il va marcher. Est-ce qu'on est sûr qu'il va marcher? Jamais. Voilà, donc on est surpris. Ce qui est, comment dire, ce qui est intéressant dans le chiffre de vente qu'on a eu, c'est que ça montre qu'il y a quelque chose qui dépasse les auteurs dans cette histoire, parce qu'on aurait pris les mêmes auteurs pour faire un livre sur la reproduction des bulots ou sur la manière de, je sais pas moi, de cultiver les plantes d'intérieur. Encore que les plantes d'intérieur, ça intéresse beaucoup de monde. C'est pas sûr qu'on aurait eu exactement les mêmes chiffres de vente. Donc je pense que ça représente, enfin, comment dire, c'est symptomatique d'un intérêt pour le sujet qui croît dans la population. Il y a le sujet et la manière de présenter au sujet. C'est aussi une manière d'adresser peut-être une population qui était peut-être pas sensibilisée au sujet ou des personnes qui veulent en savoir plus. Est-ce que vous intéressez les patrons avec ce sujet? Est-ce qu'il y a des patrons qui sont venus vous voir, des directions générales en disant voilà, j'ai lu la BD, ça m'a sensibilisé, ça m'a interpellé. Est-ce que vous avez de tels retours sur justement le monde de l'entreprise? Alors déjà, faire une BD, c'était à l'évidence destiné à intéresser des gens qui ne se seraient pas intéressés au sujet avec un autre moyen d'accès à l'information. Parce que de la vulgarisation sur les questions d'énergie et de climat, j'en fais depuis un certain temps. Je fais des interventions, je fais des conférences, il y a des enregistrements vidéo qui circulent. Et la BD a fait franchir un cap, à mon avis, hein, dans l'audience qui s'est intéressée au sujet. En particulier, il m'arrivait spontanément d'être ou abordé dans la rue ou qu'on m'en parle, enfin qu'on me parle d'une de mes vidéos, etc. Avant la BD, c'était très souvent limité à une population de CSP+, donc justement des cadres, etc. Depuis la BD, ça m'arrive aussi avec des gens qui ne sont pas dans cette catégorie. Donc j'interprète ça comme ça a permis de diffuser en dehors du cercle qui était le mien, ou en dehors des gens auxquels j'avais l'habitude de m'adresser, enfin j'avais l'habitude, plus exactement, qui avaient pris l'habitude de regarder ce que je racontais, si on prend le problème dans l'autre sens. C'est évident que la BD a permis de sortir de ce cadre-là. Après, elle a intéressé suffisamment un certain nombre de dirigeants pour qu'elle fasse l'objet de cadeaux à des salariés ou à des clients. En général, quand une entreprise décide d'offrir la BD à ses salariés, ce n'est pas une décision des échelons inférieurs, hein, c'est le patron qui prend cette décision, ou bien à des clients. Et donc, il y a un certain nombre de cas de figure où la BD a été achetée à des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'exemplaires pour les salariés d'une entreprise ou pour ses clients. Donc oui, il y a des retours directs ou indirects. Quand il y a un achat collectif comme ça, c'est un retour indirect. Il m'est aussi arrivé d'avoir des retours en direct, bien sûr. C'est très souvent, en fait, comme je le disais tout à l'heure, des cadres ou des dirigeants qui me font des retours en direct. Et vous rencontrez énormément de monde par les conférences, les plateaux télé, les gens que vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous sentez vraiment une prise de conscience des entreprises, des directions générales sur ce sujet? Est-ce que vous avez vu un peu un changement de ces derniers mois ou ces dernières années sur le sujet? Alors, l'entreprise ne prend pas conscience parce que l'entreprise, c'est un ensemble d'hommes et de femmes au sein desquels les préoccupations et les, comment dire, et l'accès à l'information sont hétérogènes. Dans une entreprise qui fait 1000 personnes, on ne peut pas considérer que c'est l'entreprise qui prend conscience. C'est les gens qui sont à l'intérieur qui prennent conscience, et puis ça se fait pas de manière, ça se fait de manière graduelle. C'est ici et c'est pas là. Il y a des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui ont moins envie d'avancer, donc c'est divers une entreprise. Alors est-ce qu'au sein des entreprises, il y a une prise de conscience qui augmente? La réponse est oui. Combien exactement est-ce qu'elle augmente? C'est difficile de le dire parce que chacun va midi à sa porte et moi je me méfie des seuls coups de sonde que je pourrais avoir, moi, en direct. Parce que par la force des choses, les gens qui me parlent sont nécessairement des gens qui sont plus sensibilisés que la moyenne. Donc mes propres points de sonde, ils ne sont pas représentatifs de ce qui se passe dans les entreprises en général. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'études sociologiques un peu fouillées qui permettent, et suivies dans le temps,
qui permettrait de savoir, par exemple, comment se présente la situation aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans de façon un peu précise. Ce qui est sûr, c'est que si on essaye de faire un panorama global, la préoccupation globalement augmente. Maintenant, quantifier cette augmentation, c'est quelque chose qui reste un exercice extrêmement délicat. Et comment peuvent-elles agir là? Est-ce il est temps d'agir? Comment peuvent-elles le faire? Est-ce qu'elles ont les moyens de le faire? Est-ce qu'elles peuvent le faire? Est-ce que là, l'impulsion est donnée, maintenant il n'y a plus qu'à? Alors, les entreprises peuvent tout à fait agir, mais là aussi, il faut voir que les entreprises, il y en a quelques millions dans ce pays, donc ça dépend de qui on parle. Comme les combustibles fossiles, dont il faut se débarrasser si on veut lutter contre le changement climatique, c'est ce qui a permis l'émergence de la société moderne, c'est ce qui a permis les moyens de communication qui sont en train de nous relier en ce moment, c'est ce qui a permis les vêtements que vous portez et que je porte, c'est ce qui a permis d'avoir des lunettes pour pas cher, c'est ce qui a permis de manger pour pas cher, c'est ce qui a permis de mettre tout le monde dans des emplois tertiaires, etc. Enfin, toutes les choses qu'on explique dans la BD. Se débarrasser de ces combustibles fossiles, ce n'est pas juste une petite modification à la marge. En gros, c'est conserver l'édifice que nous avons construit sur les 2 derniers siècles en sapant ses fondations. C'est quand même un exercice qui n'est pas simple. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas. Alors déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à réaliser ce que ça signifie. Donc on en voit la première partie de l'échange. Et puis, quand elles veulent agir, il y a beaucoup d'entreprises qui réalisent qu'en fait, agir, ça va être agir contre ses propres intérêts dans cette histoire, enfin au moins à court terme. Parce que, je le redis, s'abstraire de ce qui a permis l'émergence du monde moderne, c'est plus ou moins facile. Si vous êtes un distributeur de carburant, c'est compliqué de se décarboner. Si vous êtes un fabricant de voitures, c'est compliqué de se décarboner. Et même si vous êtes un fabricant, quelqu'un qui travaille dans le domaine des télécommunications, c'est très compliqué de se décarboner parce qu'il y a du carbone partout dans les moyens digitaux. Il y en a dans la fabrication des terminaux, il y en a dans la fabrication des équipements de réseau, il y en a dans la production électrique qui permet à l'ensemble de fonctionner. Le digital, par exemple, c'est 4% de l'empreinte carbone de la planète. Donc, ce n'est pas simple du tout d'agir dans la bonne direction. Ça peut se faire, mais c'est rarement quelque chose qui se fait sans concession majeure. Vous notez les 4% sur la partie digitale. Est-ce que justement, on se dit, bon, c'est pas énormément non plus. Est-ce que justement, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment prêter attention, que c'est un élément clé parce que les croissances sont exponentielles, hein, vous l'avez dit, en train de se parler en visio, c'est-à-dire que ces usages explosent et que les croissances sont exponentielles. Est-ce qu'il est particulièrement c'est le moment d'agir justement sur la partie numérique et transformation numérique? Alors, c'est le moment d'agir tout le temps et partout. C'est d'autant plus le moment d'agir que actuellement, sur la partie digitale, les émissions du système global, hein, encore une fois en incluant la fabrication des terminaux et des serveurs, elles augmentent de 5 à 10% par an. Donc c'est quelque chose qui augmente extrêmement rapidement. C'est très fortement tiré par les usages de vidéos en ligne, donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, typiquement. Mais les trois quarts du trafic data, en gros, c'est de la vidéo. Et là-dedans, vous avez 4 morceaux qui sont à peu près de même importance. Vous avez le Netflix et consorts, vous avez le porno, vous avez YouTube, et après, vous avez toutes les vidéos que les gens s'envoient parce que le petit dernier fait areux et qu'on a très envie de montrer ça aux autres. Donc, en gros, c'est ça les 4 usages de la vidéo. Maintenant, on commence à voir arriver les jeux également, qui sont également une source. Donc, en gros, dès que vous avez de l'image animée, et plus elle est en haute résolution, plus vous avez du trafic important associé à ça. C'est vraiment ça qui tire les usages. Est-ce qu'on va pouvoir baisser l'empreinte carbone du digital en commençant à mettre des objets connectés partout et en mettant de plus en plus de vidéos partout? La réponse est absolument pas. Aujourd'hui, le trafic data, il augmente de plusieurs dizaines de pourcents par an. C'est évident qu'on ne peut absolument pas baisser l'empreinte carbone du système digital de 5% par an, parce que c'est ça qu'il faudrait faire, avec un trafic qui croît aussi vite. Au sein des entreprises, j'entends l'IT, les responsables informatiques, les DSI auxquels nous nous adressons. Comment peuvent-ils agir? Est-ce que c'est alors il y a certes beaucoup de choses à faire au niveau du matériel, de la consommation énergétique, mais est-ce qu'il faut aussi changer complètement les usages? Quel est peut-être le discours auprès des directions informatiques? Quand vous regardez les postes qui contribuent à l'empreinte carbone digitale en entreprise, ça va être la même chose que, on va dire, d'une manière générale, c'est-à-dire c'est la fabrication du matériel, la fabrication des éléments de réseau qui sont utilisés par l'entreprise en direct ou en indirect, hein, parce que tout le monde utilise Internet, donc tout le monde utilise entre guillemets, réseau. Et puis, vous avez par ailleurs l'importance du trafic. Donc, ça veut dire qu'il faut, en entreprise, ne pas renouveler les terminaux le moins souvent possible, les prendre le plus petit possible,
et limiter au maximum le trafic data. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça les grandes règles à suivre pour faire de la sobriété numérique. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre des usages? On a eu l'habitude, là on est dans un monde de Si, consommation avec des forfaits illimités, de la data à outrance et des capacités de stockage, notamment avec le cloud qui explose. On a en fait le champ des possibles qui est ouvert, on est dans des modes où on va tester, on va innover. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'innovation, justement, cette sobriété alors, à l'encontre de énergétique? l'innovation, non. À l'encontre de l'innovation, non, parce que fonctionner avec moins de data, ça demande de réfléchir. Donc, l'innovation, c'est pas nécessairement rajouter des objets techniques. L'innovation, c'est faire quelque chose c'est la même racine que nouveau, innovation. Donc, faire avec moins, ça peut tout à fait être nouveau. Est-ce que ça va à l'encontre de l'accumulation? Ça, oui, absolument évident. Est-ce que ça va à l'encontre de de la gadgetisation? Ça, c'est absolument évident que oui. Donc, on est tous des gosses là dans cette histoire, hein. Des trucs qui sont nouveaux, ça nous amuse. Ah, tiens, on va rajouter ça. Et effectivement, il va falloir lutter contre cette tendance. Donc, tout à l'heure, vous me demandiez est-ce que les entreprises peuvent facilement jouer leur part? Voilà, vous voyez, jouer sa part, c'est expliciter ce que ça voulait dire. Donc, on peut le faire. Est-ce que c'est simple? Pas nécessairement. On va de plus en plus, hein, vers de l'optimisation, de l'automatisation qui servent en fait la réduction de coûts. Est-ce qu'on a vraiment des actions concrètes au-delà du greenwashing, je dirais, parce que ça va de pair avec, oui, avec la réduction de coûts. On est dans l'optimisation financière qui sert au final le green. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce greenwashing dans cette partie numérique? Oui, on peut. Simplement, encore une fois, il faut, un, le vouloir, deux, en accepter les contreparties. Si je prends l'exemple des gros consommateurs de data que sont les banques, ben, on peut tout à fait vouloir diminuer l'empreinte carbone d'une banque. Simplement, ça veut dire que vous allez devoir modifier les processus opérationnels. Ça veut dire éventuellement qu'il va falloir réglementer. On peut très bien imaginer un jour qu'il y ait une réglementation qui limite la quantité de données stockables par client à temps. Enfin voilà, il faut bien voir que gérer l'environnement, c'est gérer une limite. Et donc, gérer une limite, ça va toujours avec des restrictions d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que dans l'arbitrage que nous avons fait jusqu'à maintenant, qui est je ne mets pas de limite à tout ce qui est matériel, histoire de maximiser ce qui est économique, il faut que cette règle-là change et ça va avec de grosses contreparties. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui va se faire naturellement. Jean-Marc Jancovici, si vous étiez aux manettes, là, vous parlez de réglementation, quels sont les points sur lesquels vous pourriez agir tout de suite? Est-ce que ça passe par des lois doivent être de plus en plus contraignantes pour les entreprises? C'est des contraintes d'une certaine forme, oui, bien sûr. Alors, des contraintes, il faut bien voir qu'on a toujours vécu dedans, hein. L'idée que nous vivrions dans une société dans laquelle tout est permis n'est pas complètement exacte. Nous avons des règles morales qui interdisent un certain nombre de choses. Nous avons des règles économiques qui interdisent un certain nombre de choses. Par exemple, le monde informatique n'a pas le droit de ne pas faire de déclaration de TVA. Voilà, ça, c'est tout à fait interdit. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui sont permises et un certain nombre de choses qui sont interdites. Il faut absolument, si on veut être sérieux sur la question de la gestion délibérée de nos émissions, parce qu'après, il y a une alternative qui est que ça a baissé de toute façon, d'une façon subie, et là, ça sera moins drôle. Il faut absolument que ça aille avec des règles, et des règles, effectivement, c'est des contraintes. Voilà, ça fait partie de la vie. Dans le monde sans fin, là, dans votre BD, là, on voit très bien qu'on ne pourra pas s'en sortir sans le nucléaire et que même avec le nucléaire, on va vers de toute façon plus de sobriété, il faut de toute façon réduire un peu notre consommation quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, je dirais. Est-ce que Iron Man, dans cette histoire, peut nous sauver? Est-ce qu'on va potentiellement vers de l'innovation qu'on n'a pas encore identifiée, Alors, qui dit bah voilà, on pourra de toute façon consommer toujours plus grâce à de l'innovation qu'on n'a pas encore identifiée. Alors, si on il y a deux l'appelle, questions en vous une allez-y. dans votre question. Dans la BD, nous ne disons pas qu'on ne peut pas s'en sortir sans le nucléaire, c'est pas du tout ça qu'on dit. On dit simplement que quand vous faites un bilan avantages et inconvénients du nucléaire, c'est une énergie qui ne mérite pas l'anathème dont elle a été l'objet pendant les 20 dernières années. Moins les 2 dernières, parce que l'opinion commence à changer. C'est juste ça qu'on dit. Donc, si on n'en veut pas, bah, il y a des contreparties. Puis, si on en veut, il y a aussi des contreparties du reste, parce que même le fait d'en vouloir ne permet pas d'en avoir la semaine d'après. Euh, Après, est-ce que l'innovation va nous sauver? Bah, ça dépend ce qu'on appelle l'innovation et ça dépend ce qu'on appelle nous sauver. Dans le passé, d'abord, l'innovation, il faut bien voir que souvent, c'est de l'énergie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée géniale. Encore faut-il pouvoir la diffuser à tout le monde. Donc là, par exemple, si on considère que l'ordinateur personnel est une innovation,
certes, il faut des gens pour l'avoir conçu, l'ordinateur personnel, mais pour qu'il y ait quelques milliards d'ordinateurs personnels dans le monde, il ne faut pas juste l'innovation, il faut de l'énergie. Dans l'ordinateur que je suis en train d'utiliser en ce moment, là, il y a 40 métaux différents. Donc l'innovation, ça s'appelle des engins de mine, ça s'appelle des fours métallurgiques, ça s'appelle des porte-conteneurs, ça s'appelle tout ça, donc ça s'appelle des machines et de l'énergie. Donc, est-ce que plus de machines et d'énergie vont nous sauver d'un problème qui est déjà amené par les machines et l'énergie? La réponse est non. Est-ce que de nous organiser différemment et d'accepter une hiérarchie des renoncements, ça peut nous sauver? La réponse est oui. Mais là, vous voyez bien qu'on parle d'une innovation sur le plan des valeurs et sur le plan de nos objectifs. Ça n'a rien à voir avec de la technologie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une technologie merveilleuse qui va supprimer tous les problèmes que nous avons aujourd'hui tout en gardant une société industrielle? La réponse est non, parce qu'en fait, la société industrielle, c'est la société des flux physiques massifs, et les flux physiques massifs vont avec des contreparties massives, donc il n'y a pas moyen d'y échapper. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'au sein d'une société qui va nécessairement devenir plus sobre, et je vais dire après pourquoi, le fait de réfléchir à la meilleure manière de s'y prendre nous amène des bénéfices? Là, évidemment que oui. À partir du moment où on dispose d'une quantité d'acier limitée ou d'une quantité de ciment limitée, c'est évident qu'il faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir utiliser ces quantités pour le plus grand bénéfice que la collectivité peut en retirer. Donc l'innovation va se trouver de ce côté-là. Elle va se retrouver du côté de savoir bien faire le tri. S'il nous reste qu'un peu de plastique, peut-être que ce n'est pas urgent de faire des pistolets à eau et des trucs pour faire des boules de neige et qu'on a mieux à faire avec le plastique qui nous reste. Voilà. Donc ça, c'est de l'innovation aussi. Et en fait, elle va surtout être de ce côté-là, l'innovation qui va nous être utile. Trouver une nouvelle source d'énergie, ça demanderait que les physiciens trouvent une nouvelle interaction et qu'on soit capable ensuite de la déployer à large échelle. Vous serez morts et vos enfants aussi avant que ça change significativement la donne. Donc on va devoir faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, ne serait-ce que la fusion, on en parle depuis des décennies et vous serez morts qu'on en parlera toujours au futur quand on regarde les barrières qui sont à franchir. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse avec les moyens du bord et ce n'est pas la peine d'espérer un coup de baguette magique venu d'on ne sait où. Il va vraiment falloir qu'on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne le décide pas? Il se passe que la planète étant finie, il y a des régulations qui vont s'appliquer spontanément de toute façon. Et à ce moment, les contraintes que nous aurons refusé de nous mettre volontairement, elles nous arriveront involontairement dans des contextes considérablement plus chaotiques. Si j'illustre dans le contexte digital ce que je viens de dire, on peut très bien, il faut bien voir que le système digital, ça reste des réseaux physiques, hein. Ça reste de l'électricité physique qui alimente les réseaux physiques. On peut très bien imaginer qu'à un moment, il y a une discontinuité, exactement comme il y a eu avec le Covid, qui font que le réseau, quelque part, s'arrête de fonctionner. Et à ce moment, vous connaissez probablement cette statistique, hein, une PME qui a un sinistre informatique majeur, en général, elle dépose le bilan dans les mois qui suivent. Si on commence à avoir des dysfonctionnements majeurs dans le réseau mondial à cause de limites physiques, eh bien, assez facile de comprendre que l'économie se trouvera chamboulée de façon très, très significative. Il faut essayer de maîtriser un peu ce qu'on ne contrôle pas. Donc, de toute façon, c'est d'y arriver quand même avec un changement qui est peut-être le plus dur, c'est un changement d'état d'esprit, des cultures. C'est vraiment, quand vous parlez d'innovation, c'est peut-être le plus dur en fait à engager. Oui, notre problème est avant tout un problème culturel. Ce n'est pas avant tout un problème technique. Aujourd'hui, je vais donner un exemple, dans n'importe quelle entreprise, et c'est normal, c'est fait pour, hein, le premier critère d'optimisation est économique. Et une fois qu'on a optimisé l'économie, on regarde ce qu'on peut faire comme optimisation sur les critères environnementaux. Tant qu'on raisonne comme ça, on n'y arrivera pas. Enfin, ou en tout cas, les problèmes environnementaux ne seront pas résolus spontanément. Donc, ils seront résolus involontairement, parce qu'à un moment, il y a des limites physiques qui s'appliqueront et le système sera désorganisé d'une façon qu'on n'aura pas souhaité. C'est exactement... voilà. Donc, cette affaire-là, il faut la changer. Si on veut que les problèmes environnementaux soient résolus avant si on veut résoudre le problème avant que ce soit le problème qui s'occupe de nous, eh bien, il faut inverser cette hiérarchie. Il faut considérer qu'un certain nombre de limites s'appliquent, j'ai envie de dire quoi qu'il en coûte, et on optimise l'économie à l'intérieur de ces limites qu'on s'est fixées. Alors, Le Monde sans fin mérite quand même une suite. Alors, je ne sais pas si elle est prévue. Si elle est prévue, quelle pourrait être cette suite? Alors, il y a tout à fait une suite de prévues. Mais on n'en est qu'au tout début. Et puis de toute façon, même si on savait exactement ce qu'il y avait dedans, je ne vous le dirai pas, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc oui, il y a une suite de prévues.
Mais en tout cas, merci Jean-Marc Jancovici de permettre cette prise de conscience autour de l'éco-responsabilité et d'avoir abordé le sujet plus précisément de l'IT, du numérique et le rôle de la DSI dans cette prise de conscience que nous devons tous avoir. Merci Jean-Marc. Merci.